bien le bonjour, voilà. Alors, alors, alors. Petite vidéo sur les snorkies. Non, c'est pas les snorkies. Qui sont les snorkies? Bon, moi j'ai pas connu, mais je connaissais quelqu'un qui connaissait. Donc bon, c'est amusant. Donc là, on va parler des Eliotti. Donc petite créature qui en fait s'incarne sur Terre régulièrement et vit avec nous, les terriens. Hein. Donc certaines des personnes qui ont fait des séances avec nous, qui se sont nettoyées, je leur ai dit que c'était des Eliotti, puisqu'en fait ces petits Eliotti ont échoué dans le système astral terrestre. Donc on va expliquer comment, et puis on a été voir un petit peu plus leur monde d'avant, et pour décrire un petit peu la situation et d'où ils venaient, et voilà. Donc des voisins qui ont échoué sur Terre. Donc là, il s'agit des Eliotti. Ça, c'est le nom qu'on leur a trouvé. Alors, c'est pas le nom que nous, on leur a trouvé, c'est le nom qu'ils semblaient avoir à l'époque. Donc, les Eliotti, on va situer en fait leur monde. Alors, leur monde est sur en fait, très proche du nôtre. C'est le système solaire le plus proche de la Terre. Si on avait un petit vaisseau qui allait bien, on pourrait y aller, c'est pas trop loin, c'est à peu près à 4,244 années-lumière, donc ça va, c'est la porte à côté, quoi. Hein, d'ici que les couillons de la Terre arrivent à y aller, il y a une paye. Donc bon, néanmoins, en fait, dans l'éther ou dans l'astral, tout ça, c'est la porte à côté. Comme c'est le premier système solaire, en fait, nos scientifiques l'ont appelé Proxima du Centauri. Donc, en fait, si vous regardez, vous verrez donc Proxima de Centauri, en fait, c'est donc le système solaire le plus proche du nôtre. Hein, bon, sachant que les humains, on est un peu paumés dans l'espace pour l'instant, la technologie ne permettra pas d'aller se promener si loin. Mais néanmoins, dans l'éther, en fait, alors là, c'est vraiment un saut de puce. Donc, c'est un système solaire qui contient une planète qui s'appelle Proxima b. Et Proxima b, tout simplement, elle fait un petit peu plus que la Terre. Elle fait 1,3 Terre. Donc, en fait, elle a quelques pourcentages de mieux en diamètre. Elle est dans la zone d'habitabilité. Donc, elle est suffisamment proche du Soleil, mais pas trop près ni trop loin. Donc, il peut faire une température agréable. Et en fait, cette planète a fait parler d'elle tout simplement parce que James Webb, en scrutant un petit peu les astres, en fait, a fini par voir qu'il y avait une sorte d'éclairage. Hein, c'est passé assez vite fait dans les informations que James Webb n'arrête pas de présenter, hein, le petit télescope. Du coup, ils ont détecté des formes de luminosité en surface de la planète, à l'époque où, reprécisons la chose, où en fait, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, comme c'est pas loin, ça veut dire que l'image qui capte est assez proche du présent. Et en fait, ces luminosités sur cette planète, sur un télescope comme James Webb, c'est assez facile pour eux de déduire, en fait, par exemple, qu'il s'agit de lumière artificielle. Donc, on passera sur le dossier secret que la NASA a sur Proxima b, puisqu'en fait, s'ils ont un peu étudié Proxima b et que James Webb leur a donné des images bizarroïdes, comme quoi il y avait des petites lumières, tout simplement, en fait, ils ont donc des informations beaucoup plus poussées dessus. Bon, ils ne sont pas évidemment au courant vraiment, peut-être que c'est les Arcturiens qui créent ces petites lumières artificielles avec on va dire une adresse, un nom et qui sont les Arcturiens véritablement. Mais on va dire, la NASA a certainement des informations beaucoup plus croustillantes, comme c'est pas très loin, c'est facile de déduire qu'il y a une atmosphère, c'est facile de déduire qu'il y a une activité technologique. Il faut savoir qu'il y a eu des signaux artificiels, des signaux radio plus ou moins, ou en fait des captations d'ondes artificielles qui proviennent de Proxima b. Donc, en fait, ça c'est la présence des Arcturiens, donc qui ont récupéré la planète. Là, on va s'intéresser non pas aux Arcturiens, en fait, puisque c'est eux qui ont détruit cette planète, à peu de choses près. À l'heure actuelle, la planète se trouve
quasi-déséquilibre, puisqu'en fait, ils sont tellement forés dedans, hein, les Arcturiens, comme je l'avais déjà dit, sont une espèce qui détruit tout ce qu'ils touchent, puisqu'ils sont de l'ombre, bêtes comme leurs pieds. Aujourd'hui, bon, ils sont tous morts parce qu'on les a tous décimés, tout simplement, parce qu'en fait, ils faisaient chier, il faut bien le dire. Donc, ils n'étaient pas raisonnables en termes de raison, on n'arrivait pas à les raisonner pour qu'ils puissent vivre tranquillement. Donc il a fallu s'en débarrasser définitivement, ce qui fait que Proxima B aujourd'hui est vide. Hein. Enfin si, il y a des petits corps de petits poulets d'arthuriens partout qui pourrissent tranquillement au soleil. Ça leur apprendra à être bêtes et ça les recycle et ils vont s'incarner ailleurs, dans des vies beaucoup plus lumineuses. C'est le grand nettoyage de la source. Donc sur Proxima B, en fait, aujourd'hui, on a une planète qui est HS, puisque les Arthuriens ont foré comme les hommes n'ont jamais pu le faire. Ils ont fait des trous partout dans la planète, ils ont cherché les moindres traces de minerais, de ferraille, de ci et de ça, pour pouvoir faire leurs petits vaisseaux et étendre leur technologie. Et en fait, le problème, c'est que la planète, maintenant, est en déséquilibre structurel, elle risque, on va dire, assez rapidement, à la suite de n'importe quel événement, n'importe quel petit coup de vent cosmique, de perdre son orbite et d'être détruite ou absorbée par son soleil ou des trucs comme ça, puisqu'en fait, elle est très fragile, elle est sur un équilibre, on va dire, très très léger, elle tient à peine là où elle est. En fait, ça, c'est le résultat en fait, de la gestion de l'ombre des planètes. Ils détruisent tout ce qui touche, ils sont totalement incapables de s'arrêter au bon moment. C'est comme si sur Terre, on commençait à faire des excavations partout, jusqu'au moment où on a tellement creusé à gauche qu'il y a de la Terre à droite, et puis après, la Terre, elle gîte de par le fait d'un déséquilibre de masse. Donc là, c'est ce qui se passe sur Proxima B. Elle est dans une forme de déséquilibre de masse. En fait, c'est une planète qui est condamnée à très court terme. Bon, maintenant revenons à l'antiquité de Proxima B, donc on va l'appeler la planète Hélioti. Donc les Hélioti sont un peuple, on reverra un petit peu en détail pourquoi ils ont atterri chez nous. Donc c'est un peuple en fait qui a été créé de toutes pièces, hein, entre guillemets, c'est-à-dire que là, on touche encore une fois aux jardiniers de la Terre, hein, c'est eux qui créent en fait la vie dans l'univers et le multivers. Et là, un jardinier spécial qui a dit tiens, cette planète elle est sympa, la source a dit qu'il allait falloir créer une petite villa, j'y vais. Donc un seul jardinier est arrivé sur cette planète il y a 500 000 ans, donc c'est pas très, on va dire, c'est pas très vieux, entre guillemets, en termes de civilisation. Donc il est arrivé sur cette planète, une planète qui, bien certainement, avait déjà une végétation, parce qu'elle avait été en fait semée par les jardiniers de la Terre. Les jardiniers de la Terre font ça, hein, ils préparent des mondes à l'avance, ce qui fait qu'ils détectent une planète qui est dans une zone habitable. Ensuite, ils disent, bon, bah, c'est bien, on va semer la vie, parce que la vie ne s'installe pas toute seule. C'est complètement idiot de penser par exemple, qu'une planète de lave et d'eau, parce que bon, il faut bien le dire que l'eau provient en fait du manteau intérieur d'une planète. C'est une réaction naturelle chimique d'expulsion des laves et de la chaleur et d'une réaction en fait entre guillemets nucléaire mais naturelle de la naissance d'une planète qui finit par créer l'eau sur cette même planète. Les demeurés de scientifiques qui vont vous prétendre qu'il faut des comètes pour amener l'eau, bon, il y en a quand même un qui a fini par trouver que, chaleur, dioxyde de carbone, ceci, cela, hydrogène égale eau. Oh, bon, en fait, parfois il y a un gars qui se pointe et qui dit un truc vrai, bon, personne n'écoute. Bon, pas grave, la plupart du temps ça marche toujours comme ça. Donc, sur cette planète, il y avait de l'eau, il y avait de la terre, il y avait des volcans. Ensuite, quand la planète a refroidi doucement dans son endroit, les jardiniers de la Terre ont balancé des petites graines, ils ont attendu que ça pousse, ils ont laissé faire, ils ont mis des petites espèces animales, très bien, et puis la planète vivait tranquille comme ça depuis des milliards d'années. Et puis, bon, à un moment donné, un petit jardinier de la Terre, il a reçu en fait une information de la source, on lui a dit, bon, bah très bien, toi tu vas là, et puis tu fais la vie, hein, donc tu vas nous faire une civilisation là. Là, on précise que le jardinier de la Terre, en
en fait, jardiniers de la Terre, ce sont des êtres qui maîtrisent tellement l'éther et la matière en même temps, puisque les deux sont en fait mélangés. Quand on monte plus haut dans les conceptions métaphysiques et physiques, on finit par comprendre qu'on peut manipuler la physique en commençant par l'incréé et la métaphysique. Donc ce petit bonhomme, pas besoin de vaisseau, il s'est littéralement en fait transporté sur cette planète en passant dans l'incréé. Il crée un vortex devant lui, un vortex en fait de multidimensionnalité. Il passe dedans, il atterrit sur la planète dite. Donc là, c'est la planète, on va dire, Elioti. Il se pose là, et puis ensuite, il se dit, voilà, il va falloir que je travaille, il va falloir que je crée des êtres. Là, encore une fois, on est sur un phénomène de création pure, c'est-à-dire que cet être-là a la capacité, en fait, tout simplement de manipuler l'éther. Je rappelle que l'éther, c'est la matière noire et l'énergie noire des scientifiques. Il faudrait l'appeler la matière blanche et l'énergie blanche. Ça serait plus, on va dire, ça serait plus juste. Mais bon, on ne va pas contrarier nos scientifiques. Ils voient tout en noir. Donc, cet être-là, donc, à un moment donné, a pris un peu exemple sur comment il était. Alors, c'est un être qui est assez grand. Il avait une particularité, il avait une peau, enfin, il a toujours, parce qu'il est reparti sur polystyrène, donc pour lui, tout va bien, on va dire. Donc, cette personne s'est dit, je vais créer des êtres un peu à mon image. D'où l'idée dans la Bible, et Dieu créa l'homme à son image. C'est un peu ce que font les jardiniers de la Terre. Ils créent pas des choses complètement absurdes. En fait, ils s'inspirent de ce qu'ils ont sous la main. Eux-mêmes, en fait. Donc ce jardinier constate un peu qu'il a des sortes de petites paillettes sous la peau, donc il décide de créer un peuple avec des petites paillettes sous la peau. Donc parce que les Elioti, leur signe vraiment très distinctif, c'est les petites paillettes. Donc c'est assez amusant. On va voir ça. Donc ce grand jardinier, en fait, il y a 500 000 ans, il arrive et il commence à créer, je dirais, un groupe de grands Elioti, on va dire les grands Elioti. Il crée lui-même un grand bâtiment de lumière. Il construit. Alors pour construire, il exporte de l'éther. Il conçoit un bâtiment dans l'éther. Ensuite, il l'exporte. Paf, il fait une sorte de grand bâtiment général où il va pouvoir en fait s'installer, vivre, puisqu'il vit dans sa création. Il ne va pas juste créer et puis se tirer, quoi. Donc il surveille sa création. En fait, il fait attention que tout aille bien. Car il y a un lien entre le créateur, entre guillemets, d'un monde et la création, quand c'est des mondes de lumière. Précisons ici qu'on parle d'un monde de lumière, c'est-à-dire c'est un monde qui était hors ombre, il n'y avait pas de DD, en fait, disponible dans ce monde. La planète est lumineuse, elle est dans un coin où la fréquence permettait d'avoir un monde propre, et en plus, avec le jardinier qui se pointe, qui est un jardinier très haut de gamme, qui a la capacité de créer de la lumière et de créer des êtres, lui, il a expulsé, on va dire, par son énergie, tous les dédés de la planète, au cas où il y en avait quelques-uns qui traînaient et qui faisaient, en fait, des conneries. Donc, c'est un monde de lumière et il crée un peuple de lumière. Dans un premier temps, il choisit de faire des grands Elioti, qui sont plus grands que les petits suivants. Ces grands Elioti reçoivent la capacité, puisqu'ils sont de filiation de lumière très proche, reçoivent la capacité d'eux-mêmes créer la vie. Créer la vie, les petits animaux, et aussi créer des Elioti. Et ce sont ces grands Elioti qui, en taille, je ne sais plus, on a regardé, ils faisaient pas loin de 2,50 m, 3 mètres, les grands Elioti. Et en fait, ils avaient, dès le départ, ils sont créés par l'individu, le jardinier. Lui, il crée un corps, hop, il crée un corps dans l'éther. En fait, il va créer, dans l'incréé, il va créer un corps, il va lui donner des capacités, des ci, des ça. Et ensuite, il va demander à la source, il me faudrait des âmes. Donc, il y a des âmes qui débarquent. Les Adhyatmas sont prévenus qu'il y a une grande mission à remplir. Du coup, on met quand même des entités un peu haut de gamme. On ne met pas des entités débutantes, on met des entités qui ont déjà bien travaillé. Elles sont choisies, triées dans les systèmes astraux, dans les systèmes en fait, du multivers. On choisit un certain nombre d'âmes. Donc là, on n'a pas comptabilisé le nombre de grands Elioti, mais enfin, ils étaient une bonne vingtaine à peu près. Donc, une bonne vingtaine de grands Elioti sont créés avec des entités qui sont déjà des entités qui ont beaucoup évolué et qui sont aptes à remplir le rôle qu'on va leur donner. On ne va pas mettre
une petite entité qui est née il y a 15 jours, 3 semaines, qui ne sait rien foutre dans un grand corps d'Elioti. Résultat, rien. Il n'arriverait pas du tout à faire fonctionner ce corps. De ce fait, là, on a un acte de création direct. Le jardinier prend la matière incréée qu'il a composée, un corps parfait, entre guillemets. Il sort ce corps de l'incréé, il l'exporte dans le créé. Là, on a un grand Elioti, un grand être, avec des paillettes sous la peau. Et là, attention, les Elioti, c'est pas de la création comme nous. C'est-à-dire, pour 1,80 m, ça fait pas 80 kg. Un Elioti, là, pour 3 mètres, il devait pas être bien, bien lourd. C'est-à-dire que là, on parle de quelques kilos pour un être de 3 mètres. Pourquoi? En fait, parce qu'en fait, ils sont dans une matière plus éthérée. Ils sont techniquement entre la 3 et la 4e dimension. Ils ont un corps de 3 dimensions que nous, petits êtres humains, si on débarquait avec nos petites soucoupes volantes, on arrive dans notre petit vaisseau, on se pose, on voit des Elioti. Donc, ils sont visibles à l'œil nu pour un être humain, mais ils ont une certaine texture, pas de problème, on pourrait les toucher, ça serait faisable, mais ils n'auraient pas de densité aussi forte que la nôtre. Nous, en gros, on a une densité qu'on va calculer sur la Terre en hectopascal, en kilos, en masse. Sur leur planète, ils ont une densité beaucoup plus faible. Ce qu'on va voir après leur permet de faire des choses très différentes de nous. Donc, ce sont des êtres qui à la fois sont, en fait, les grands en fait sont très avancés sur le plan métaphysique, sur le plan physique aussi. Ils se nourrissent très peu, sont surtout en fait raccordés à l'Ama. Ama, c'est donc un créateur, un jardinier de la Terre. Ils sont raccordés à leur Ama sur le plan énergétique. C'est-à-dire que comme ils sont ses enfants, il y a un concept de filiation énergétique et l'Ama lui-même en fait émet une énergie phénoménale et les grands Elioti sont connectés à lui, pas par la corde d'argent, parce que la corde d'argent s'en va à la Dhyatma, mais ils sont connectés en vibration, ils sont en harmonie. Si l'Ama, il pense, tiens, il faudra penser à faire ci, à faire ça, pouf, ils reçoivent tout de suite, ils font. C'est de l'harmonie, c'est-à-dire on est sur un monde où tout le monde est en unité, il n'y en a pas un dans un coin qui dit, oui, mais moi, j'ai pas envie, le schtroumpf grognon, quoi. Donc, non, il n'y en a pas un qui n'a pas envie, qui n'est pas d'accord, qui trouve que l'Ama, il se la pète. Ça n'existe pas. Donc, en fait, là, tout le monde est en harmonie. Le jardinier reçoit ses ordres de la source. Il fait son petit... il transmet, entre guillemets, les informations et l'énergie qui va avec. Et en fait, les amas, les grands Elioti, eux, font les choses. C'est ainsi qu'en fait, très rapidement, les grands Elioti, une fois un peu installés dans leur monde, un peu, en fait, dégourdis, ils se dégourdissent un petit peu les pattes, ils prennent possession de leur corps, c'est-à-dire qu'ils s'intègrent dedans. Là, on n'est pas sur une naissance, il n'y a pas de parents génétiques avec une naissance et un oubli total. On est sur un corps qui prend forme tout de suite dans le physique et qui est directement habité par un individu. De ce fait, l'individu qui provient de l'astral supérieur et au-delà, puisqu'il provient en fait d'un monde astral quelconque, dans le multivers, se souvient tout à fait qu'il était peut-être dans un monde très loin, il y a à 5-6 univers de là, il se souvient de qui il est, il arrive, on va dire, dans le corps d'un grand Elioti, s'adapte à la situation et surtout, en fait, à sa mémoire, connaît ses expériences. Il n'arrive pas comme ça, bête comme chou, mince, qui je suis, comme un être humain dans un bébé, qui ne sait plus qui il est, à partir du moment où ils commencent à grandir. Les enfants se souviennent de qui ils sont quand ils sont petits, il faut le savoir. Donc, ces grands amas commencent à prendre leur travail en place, c'est-à-dire qu'ils commencent à créer les petits Elioti. Donc, directement, une création qui provient d'eux, et ils créent deux variantes d'Elioti, en fait, alors des êtres qu'il faut situer donc physiquement entre l'esprit de la nature et l'être humain. Ils font pas plus d'1,20 m à 1,50 m pour les plus grands. Et ils ont un corps type humanoïde avec des petites différences structurelles très minimes. Mais surtout, en fait, il y a ceux qui sont terrestres, les Elioti terrestres, qui ont la peau légèrement plus foncée, on va dire une peau plus mate,
mais avec des paillettes dedans, des petits reflets pailletés. Quand le soleil en fait caresse leur peau, il se passe que on voit comme des paillettes à l'intérieur de la peau, translucides, qui sont juste sous l'épiderme en fait, ou le derme. Et l'intérêt, en fait, simplement, on reconnaît ces petites paillettes partout. Ils brillent au soleil, ils scintillent. Et ensuite, on a une deuxième variété, ce sont les héliotidaires, en fait, donc légèrement plus petits, plutôt 1,20 m, mais avec des ailes, en fait, type petite fée, donc des ailes de, pas vraiment de papillon, mais plutôt de libellule, des ailes très translucides, très légères. Et en fait, ces ailes leur permettent de voler, de volter un petit peu partout à très bonne vitesse. L'intérêt, évidemment, d'être très peu dense, c'est qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup d'énergie et de d'ailes immenses et musclées et tout pour voler. Ils n'ont pas besoin non plus de planer, donc les ailes n'ont pas besoin d'être immenses pour maintenir l'héliotie en l'air. Un simple petit battement d'ailes sur un être qui pèse très peu, certainement dans un monde avec aussi une moindre densité, ce qui fait que par rapport à chez nous, si nous on y allait, on fait 80 kilos, on arrive, peut-être qu'on n'en ferait que 50, parce que le monde serait moins gravitationnellement impacté. Chaque gravité est produite par la planète elle-même selon sa propre fabrication interne, selon qu'il y ait plus ou moins de fer, de magnétite et de vitesse de rotation, la taille du Soleil, la taille de la planète et les conditions de fabrication de la planète. Si sur une planète, les conditions de fabrication en fait, de la planète font que, par exemple, on est plus léger, ça n'est pas forcément un phénomène d'être dans l'espace. Non, il y a des planètes où l'attraction terrestre de cette planète est moindre de par sa fabrication. Sur Terre, notre attraction, elle est comme ci ou comme ça, parce que nous avons dans le magma des substances comme le fer, la magnétite et tout un tas d'autres qui créent des attractions moléculaires, qui nous cramponnent au sol. Puisqu'en fait, la Terre tourne très vite, normalement, on devrait être expulsé. Mais en fait, la force d'attraction gravitationnelle, qui est due à des forces électromagnétiques induites par le graviton, par exemple, qui n'est pas forcément existant, je ne sais plus si le graviton existe, mais en fait, la gravité, on va dire, est induite par la molécule elle-même. Sur un monde dense, comme le nôtre, on a une certaine gravité en fonction du diamètre de la planète, de la vitesse de rotation et des échanges électromagnétiques entre le Soleil et la Terre. Sur une planète différente, si on enlève certaines petites molécules, la gravité elle-même peut être modifiée, bien que la planète soit plus grosse, ou tourne plus vite, ou tourne plus lentement. En fait, il y a énormément de variantes. Dans l'univers, les gravités ne sont pas toutes identiques. Il faudrait un exemple totalement identique à la Terre, en molécules, on va dire, composées de cette planète pour avoir la même gravité, le même taux de fer, le même taux de ci ou de ça. En fait, il faudrait le même soleil, la même rotation, la même vitesse, il faudrait tout pareil. Sinon, on va se retrouver avec une différence de gravité. Donc cette planète qui est beaucoup plus, en fait, un peu moins d'activité gravitationnelle, ce qui fait que les héliotis, pour eux, ils sont pas très lourds, ils ont des corps énergétiques. De plus, précisons qu'en fait, ils ont donc un esprit qui fonctionne beaucoup plus du côté de la lumière. Ils mangent très peu. Il y a des structures, alors on va pouvoir parler des petites structures d'habitation. Alors je finis, ils mangent très peu parce que tout simplement ils n'ont pas besoin de s'alimenter lourdement comme un être humain, c'est-à-dire manger des aliments physiques pour exister, puisque leur corps, en fait, lui-même fonctionne à l'énergie de l'amas et des grands héliotis, et en fait l'énergie ambiante de la planète. C'est-à-dire qu'ils se nourrissent principalement d'énergie, l'énergie vient à eux, ça les tient en forme. Ils n'avaient pas techniquement le besoin de décéder, donc ça veut dire qu'ils ne vieillissaient pas non plus, puisqu'en fait leur planète leur permettait d'avoir une énergie supérieure et d'appartenir à un règne que nous, on cataloguerait comme esprit de la nature. Bien que visible, nous on les mettrait comme esprit de la nature parce que éternels, parce qu'ils volent, parce que en fait ils n'ont pas le même poids et la même densité que nous.
Donc, ces fameux Éliotis vivaient en communauté, alors communauté qui finissait au bout de 500 000 ans à être assez nombreuse, hein, quand même, nombreuse, mais en harmonie avec son monde, donc pas question de se retrouver à 8 milliards sur un monde, même 10 ou 20 milliards, histoire de tout polluer, tout détruire. Ils n'avaient pas de technologie, bien que le bâtiment principal que Lama avait construit était un grand bâtiment de matière très cristalline, de choses comme ça, il n'y avait pas de matière qui avait été prélevée dans le monde pour le faire. Ça a juste été prélevé dans les terres et poum, c'est apparu là. Il n'y avait que ce bâtiment qui était type technologique, type magnifique, on va dire. Le reste, c'était plutôt en fait, des bâtiments faits, on va dire, comme des igloos, comme des formes très arrondies, mais en terre. C'était plutôt... Alors, ils le faisaient à la fois par la pensée et à la fois par le manuel, puisqu'en fait, ils étaient les deux. Donc, par exemple, ils prenaient de la terre mentalement en grosse quantité, ils créaient des structures arrondies avec des petites fenêtres, des petites portes, des choses comme ça. Bon, pas de portes, pas de gonds, pas de carreaux, pas de crémones. Hein. On parle de plutôt type igloo, mais en terre crue. Et en fait, ils créaient des structures comme ça, et avec des fibres végétales et de la terre. Tout ça tenait tout simplement parce qu'en fait, ils réfléchissaient à comment faire. Hein. Un peu connectés, donc ça tenait tout seul. Et ils faisaient des habitats naturels, car en fait, eux-mêmes vivaient de façon totalement naturelle. Donc, pas d'habitat complexe avec de la technologie complexe, ça n'existait pas. Donc, il y avait les habitats de terre, au sol, ils faisaient une grande structure par petits coins, en fait, ils faisaient une grande structure genre cantine, c'est-à-dire qu'il y avait un grand bâtiment qui était dédié au fait de se rencontrer, dédié au fait de se voir et de s'alimenter pour les petites choses. Là, on parle d'une alimentation type feuilles, cueillettes, fruits, rien, ils ne cultivaient pas, ils laissaient pousser la nature et en fait, ils se nourrissaient de ce que la nature donnait en petite quantité, puisqu'en fait, leurs besoins nutritionnels étaient beaucoup plus énergétiques que physiques. Donc, ils avaient un petit réfectoire, et puis ce qui permettait aussi à la communauté de se croiser, de se rencontrer, en fait de vivre totalement en harmonie, tranquille. Et ensuite, il y avait donc les habitats de terre, et il y avait les habitats d'air. Donc là, les habitats d'air, en fait, ils étaient dans les arbres. Dans les arbres, ils créaient des sortes, pareilles, de sphères, de bulles, de grands nids, en fibres végétales, comme les oiseaux. Simplement, c'est un peu plus grand pour pouvoir y mettre un Élioti. Néanmoins, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de choses comme ça. C'était juste pour y dormir, s'y reposer, y être tranquille. Donc, ça n'était pas grand. Ça n'alourdissait pas l'arbre jusqu'à le faire tomber. Il n'y avait pas de clous, il n'y avait rien. Tout était tissé avec des fibres végétales récupérées. À la fois, c'était tissé mentalement et physiquement. Il finissait un peu à la main, mais le gros des efforts était fait mentalement. C'est-à-dire qu'il manipulait l'énergie, donc l'éther, pour soulever un gros ballot, on va dire, de fibres. Mentalement, il pensait à soulever. Donc, ils étaient en fait du côté de la lumière, donc ils utilisaient l'éther pour anéantir complètement la gravité du gros ballot, admettons. Ils déplaçaient un gros ballot de fibres et ils l'amenaient, ils le mettaient en forme et ils fignolaient un peu à la main. Donc les petits tissages, les dernières petites fibres, à la fois, en fait, ils étaient du côté métaphysique et un petit peu du côté physique. Donc on a là une communauté heureuse. Je regarde que j'ai rien oublié. Ouais. Donc, les Éliotis, il faut que je regarde mes notes, sinon que je vous oublie rien. Les Éliotis vivaient comme ça, ils ont vécu 500 000 ans dans une société qui ne s'est pas modifiée. Ils ont juste un petit peu, en fait, ils ont créé un petit peu plus d'Éliotis pour créer une petite civilisation. Civilisation qui, en fait, faisait des choses simples, être sur cette planète, vivre, manger, avoir des petits projets d'extension. On va aller faire une petite cabane là, on va aller faire une petite maison là. Une civilisation qui vit sur un mode naturel comme vivraient des animaux. Les animaux sont en connexion avec la nature, c'est-à-dire qu'un animal ne se pose pas la question, par exemple, de ce qu'il va faire demain. Demain, il sait qu'il va aller chercher un peu de nourriture, il va faire ci, il va faire ça. Il occupe sa journée à ses petits besoins. Les Éliotis, c'est le même genre. Ils avaient évidemment d'autres préoccupations
métaphysique, ils avaient des discussions, mais ils vivaient de façon naturelle. C'est-à-dire, il n'y avait pas de grands projets débiles, comme les êtres humains, où, tiens, et si on allait détruire une montagne pour trouver de l'or? Non, ça, non, parce qu'en fait, non. Parce qu'en fait, comme ils étaient connectés et en unité, pas de grands projets débiles. Lama étant connecté avec le reste, lui n'étant pas débile, sa communauté n'était pas débile. Comme les êtres humains qui ne sont plus connectés à rien et qui du coup ont la gloire et en fait la satisfaction d'être des débiles et de creuser, de détruire, enfin des glands, quoi. Bref, donc les Elioti, eux, continuaient d'exister selon un modèle en fait tranquille et ne se posaient pas la question de ce qu'ils allaient faire demain. Néanmoins, en fait, comme la planète était occupée de façon raisonnable et en fait harmonieuse, il s'était posé la question, et si on allait en fait se poser sur un autre monde et étendre la communauté des Elioti. De ce fait, certains Elioti allaient dans l'astral, chercher des planètes comme ça, ils déambulaient. Alors bon, il faut savoir qu'ils étaient métaphysiques et physiques, donc ils étaient plus proches de l'unité que de l'erreur. Donc tous les Elioti pouvaient décorporer, se balader dans les systèmes solaires et voir un petit peu ce qui se passait. Voilà, c'était des êtres libres. Donc le problème, c'est qu'un jour, ils ont croisé les Arthuriens dans l'astral, les Arthuriens qui provenaient de beaucoup plus loin et qui avaient en fait une problématique, c'est que leur monde allait bientôt s'écrouler parce qu'ils bien sûr, ils avaient tout détruit sur leur propre monde, hein, et du coup, ils se disaient, tiens, merde, il faut qu'on trouve une planète pour pouvoir arriver et puis continuer d'être des cons, puisque les Arthuriens, c'était ça. Donc, ils croisent un Elioti dans l'astral, ils voient que le petit gars Elioti, il est tout gentil, il est tout mignon, et qu'il voit pas l'ombre, il connaît pas, sachant que les Elioti, dans leur monde, l'ombre n'existe pas. L'ombre ne vient pas les taquiner, l'ombre ne vient pas les roublardiser en leur disant oui, on est ton pote, tu vas voir, ça va bien se passer. En fait, c'est ce qui s'est passé avec les Arthuriens. Les Arthuriens ont un peu suivi ces Elioti là qui allaient et venaient, qui étaient tout gentils, et ils ont remarqué qu'il y avait un monde qui avait l'air bien tranquille, en parfait état, pas d'exploitation minière, pas de destruction, un monde parfait. Une terre habitable, une atmosphère, tout était parfait pour les Arthuriens. De ce fait, ils ont commencé à étudier le fait d'attaquer la planète Elioti parce qu'ils savaient que c'était des gentils Elioti et de ce fait, en fait, qu'ils ne rencontreraient pas de résistance. Quand on s'attaque à des mondes en unité, qui ne font pas la guerre, qui ne savent même pas ce que c'est, c'est facile de s'attaquer parce qu'en fait, ces mondes-là ne sont pas préparés et ne se défendront pas. Ce qu'ont fait les Elioti. En fait, à la période où les Arthuriens fomentent leur attaque, les Elioti ne les voient pas venir, tout simplement parce que pour eux, dans leur esprit, ils n'ont pas cherché à savoir si les Arthuriens voulaient envahir leur monde. C'était quelque chose qui n'existait pas dans leur esprit. Donc en fait, les Elioti ne se sont pas méfiés, ils n'ont pas tendu l'attention et l'intention vers les Arthuriens, ils ont croisé les Arthuriens sans s'en soucier, puisqu'en fait, eux étaient d'une énergie libre, donc ils ont croisé des pauvres cons d'Arthuriens qui ont vu qu'il y avait une possibilité qui était tout à fait faisable d'envahir le peuple Elioti. Donc, à un moment donné, le Grand Amas, lui, fait partie du projet, c'est-à-dire que lui, le Grand Amas, il n'est pas prévenu par la source, parce qu'en fait, la source, son projet, c'est quand même de créer des petites surprises dans la vie des jardiniers de la Terre, parce que bon, il faut bien qu'on s'amuse un peu. Donc, l'idée, c'est que quand les Arthuriens ont débarqué comme ça du jour au lendemain avec des vaisseaux physiques. Là, cette fois-ci, les Arthuriens sont beaucoup plus denses, hein, ils sont du même type de densité que les êtres humains. Donc en fait, ils sont arrivés avec des vaisseaux physiques, ils se sont mis autour de la planète, ils sont descendus avec des flingues et ils ont commencé à tuer tout le monde. C'était une guerre physique contre des êtres très légers et qui n'étaient pas du tout armés, ni qui n'avaient de défense ou quoi que ce soit. Néanmoins, il faut savoir que les Elioti auraient pu les vaincre comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, les grands Elioti maîtrisaient l'éther au point de créer des êtres. C'est-à-dire qu'ils étaient capables d'exporter n'importe quelle matière d'un point A à un point B. Donc, s'ils avaient voulu, mais ils ne voulaient pas, et ils ne pouvaient pas parce qu'ils ne le concevaient pas, s'ils avaient à un moment donné dit « Ouh là là, c'est quoi ces vaisseaux ?» Ils se mettaient tous dans l'éther, ils prenaient les vaisseaux et ils les écrasaient. Comment ils faisaient?
à la manière jardinier de la Terre, hein, chose que sur Paris-Estiran, on peut faire. Donc en fait, l'idée, c'est que si les grands Éliotis avaient eu euh, l'idée, mais la source ne le voulait pas, l'idée de se défendre, ils auraient pu tout simplement, un vaisseau, le capturer mentalement, créer autour de ce vaisseau, en fait, une pression infinie, jusqu'à écraser le vaisseau. Simplement en exportant de l'énergie, de l'éther, en prenant de l'énergie de l'éther, en amenant cette énergie autour du vaisseau et écraser ce vaisseau. C'est ce que font les jardiniers de la Terre quand il y a une problématique avec une espèce complètement con. Les pariés-styranais, plus précisément, eux, ils écrasent. Ils broient des vaisseaux par la pensée. Simplement, comment? En exportant une force gravitationnelle infinie autour du vaisseau. C'est facile, entre guillemets, dans les terres, pour un jardinier de la Terre, mais les Éliotis, eux, ne faisaient pas partie d'un plan où ils se défendaient. Donc, quand les vaisseaux sont arrivés, ils ont été surpris. Ils n'ont pas pensé à se défendre, tout simplement, à sauver leur vie. Ils ont juste réagi en tant que victimes, puisqu'en fait, ils ne faisaient pas la guerre, ne savaient même pas ce que c'était. Et tout ça, ça sortait complètement du cadre de leur expérience de vie. Donc, les Arthuriens sont arrivés, les ont tués avec des procédés, on va dire, basiques techniques, hein, c'est-à-dire je te tue, pouf, je te coupe, je te flingue, je te vaporise avec mes petits lasers. Donc comme les Arthuriens étaient, on va dire, un peuple agressif et habitué à lutter, ils ont simplement tué les Éliotis physiquement, ce qui fait que les Éliotis, en fait, n'ayant pas de système astral, puisqu'en fait, ce monde-là n'en avait pas besoin, puisque les Éliotis n'étaient pas programmés pour mourir, c'était des êtres qui étaient censés être éternels, dans un monde de lumière, en fait, les Éliotis ont été en fait attrapés de ce système de Proxima B. Ils ont été attrapés et ils ont été mis dans le système astral de la Terre par Lama, certainement, qui gérait tout ça. Parce qu'en fait, voilà, il ne pouvait pas sauver sa création. La source, techniquement, ne pensait pas le faire. C'était prévu qu'il y aurait une expérience qui serait menée, mais qui n'aboutirait pas à une défense de cette vie. Donc ça, c'est les projets de la source. Il faut savoir que la source, elle crée et elle détruit tout. Quand un système solaire disparaît du jour au lendemain parce qu'il y a eu une grosse planète qui a heurté le soleil, ça détruit tout, c'est une création et c'est une destruction. L'univers est fait de ça. Un trou noir crée de la lumière, crée des choses et détruit en fait au fur et à mesure, recycle. Tout est toujours recyclé, en fait c'est perpétuel. Et là, les mondes Éliotis, en fait le monde Élioti était juste prévu pour vivre un certain temps et ensuite être aboli. Et les Éliotis passaient donc d'un état, on va dire parfait entre guillemets, un état d'une vie, on va dire, sur des sphères métaphysiques élevées et sur des concepts physiques très légers, ils sont passés de cet état de perfection à un état beaucoup plus, on va dire, simple, l'état physique terrestre. Ils ont atterri dans le système terrestre où nous vivons, nous, dans le système astral. Ils se sont réincarnés en tant qu'êtres humains. Et maintenant, en fait, les Éliotis sont attirés par les paillettes, c'est assez amusant, et en fait sont attirés par les paillettes. Les Éliotis sont souvent en fait accompagnés de petites paillettes dans les terres. Quand on nettoie quelqu'un qui a en fait été Élioti, très rapidement, quand on nettoie, on voit sur les corps métaphysiques en fait des paillettes, parce que ces corps métaphysiques, à l'origine, sont légèrement différents des corps métaphysiques humains. Ils ont une teinte d'un jardinier spécial qui a mis des petites paillettes dedans. Donc, ce qui fait que les êtres humains qui sont Éliotis ont tendance à s'incarner aussi avec d'autres Éliotis, le souvenir de l'unité. Donc, ils font des petits groupes d'incarnation. Et quand une personne est Élioti, souvent son père, son frère ou des choses comme ça sont aussi Éliotis, tout simplement pour rester un petit peu en groupe, rester en famille, puisque c'est comme ça qu'ils vivaient sur leur planète. Et en fait, dans l'astral en fait humain, ils essayent de rester un petit peu en groupe pour pas trop perdre en fait c'est de l'affection, c'est simplement de l'harmonie entre les gens du même monde, parce qu'en fait ça les embête peut-être de perdre quand même la trace de ce qu'ils étaient.
Donc voilà, c'est un phénomène de conscience, une petite conscience qui est quelque part. Donc quand les Arthuriens détruisent les Ellioti, bon, ils récupèrent leur planète, ils annexent entièrement leur monde de façon à récupérer les richesses, en fait les richesses terrestres, bêtement tridimensionnelles de leur monde. L'acier, en fait ils commencent à creuser leur monde tout simplement pour habiter sur ce monde. Alors ils se préoccupent même pas de l'extérieur du monde, hein. Il y a de la bouffe végétale et trucs, mais comme ils sont complètement cons, en fait ils continuent leur système démurgien et habitent ce monde comme des cons et continuent de tout détruire, tout ce qui touche ils le détruisent et en fait jusqu'à être détruits eux-mêmes. Il n'y a pas si longtemps que ça leur apprendra à être cons. Donc en fait voilà, c'est la continuité. Aujourd'hui, les Ellioti, en fait, sont des personnes qui n'ont pas forcément un très gros niveau métaphysique, parce qu'en fait, les jeunes Ellioti qui étaient présents, en fait, étaient des êtres purs, mais en fait, qui commençaient leur vie et qui n'avaient pas encore expérimenté grand-chose. Ils appartenaient à la lumière et du coup, leur niveau de en fait spirituel n'est pas forcément très haut parce que ils n'ont pas connu l'ombre, donc ne se sont pas défendus, donc n'ont pas progressé dans l'affirmation de leur énergie. On trouve beaucoup d'Ellioti à tout un tas de niveaux dans toutes les fontaines, hein, ça c'est pas le problème. Et même sur Terre, se sont réincarnés. À l'heure actuelle, il y en a quelques-uns. Des grands Ellioti sont incarnés dans des êtres humains, mais ne savent pas du tout qui ils étaient. Ça fait des êtres humains avec certainement un petit peu plus d'énergie, ça fait des êtres humains qui ont des capacités en fait particulières, mais on a été en voir un, il travaille, il est directeur, il fait des trucs, bon voilà, il ne sait pas du tout qui il est, hein. Donc, mais il occupe un poste, on va dire un poste dans tous les jours. Donc les Ellioti ignorent qui ils sont à l'origine, bien sûr, sur ce monde-là, parce qu'en fait, personne n'en parle, parce que personne ne sait rien, il faut bien le dire, dans l'éther, à part les couillons qui parlent de Jésus et qui parlent de conneries de ce genre et qui font des vidéos pour ne dire absolument rien, en fait, sont beaucoup plus nombreux que ceux qui vont vraiment informer sur quelque chose qui a existé réellement. Et déjà, il n'y a personne qui a vu des Ellioti, puisqu'en fait, la conscience de nos praticiens en HRE et conneries de ce genre n'est pas capable d'identifier en fait une espèce comme les Ellioti, puisque en fait, voilà, il y a un manque de hein, caca gneugneux égale je vois rien, je comprends rien. Donc je ferai certainement une vidéo, je suis méchant, hein. Je ferai certainement une vidéo sur les conneries du net parce que là on a quelques belles perles. Ça vaut peut-être le coup un petit peu de remettre une petite vidéo comme ça où je serai méchant et voilà, c'est la vie, on n'a pas le choix. C'est à but en fait quand même de bien discriminer ceux qui n'avancent pas. C'est ça l'idée, hein. C'est pas de critiquer techniquement les personnes, c'est simplement de montrer qu'il y a bug. Bien comprendre que quand il y a un bug, il faut se méfier. Donc le fait que personne ne parle des Ellioti, c'est pas parce qu'ils n'existent pas, c'est parce que personne ne les voit, en fait, puisque ceux qui font de l'hypnose et patati et patata ne voient pas suffisamment loin pour voir que derrière un être humain se cache parfois un Ellioti, tout simplement. En fait, il faut pouvoir voir l'essence réelle de la personne et non pas l'illusion de l'essence vendue par des DD, des guides, des galactiques ou des trucs comme ça. La plupart des gens se font arnaquer sur qui ils sont dans les séances de HRE quelconque et compagnie et ne voient strictement pas l'essence profonde, vraiment l'origine. Chacun a son origine, a une essence particulière et on peut déterminer si une personne vient de là, là, là ou là. Mais ça, il faut encore le voir. Donc bon, ça pose un problème de compétence dans ce domaine-là. Donc voilà, c'était les petits Ellioti, un peuple paisible qui a mal fini. C'est pas de sa faute. Là, on est sur un plan de la source. Il faut pas, c'est pas qu'ils n'ont pas eu de chance, c'est pas qu'ils n'étaient pas intelligents ou quoi que ce soit. Non, c'est un petit peuple. C'est une expérience, en fait, un grand jardinier, on lui a dit fais un monde, il a fait un monde, et lui-même a expérimenté le fait de devoir se retirer, puisqu'il a été lui-même surpris par l'attaque. Parce qu'en fait, la source, quoi qu'il arrive, aime bien quand même compliquer la vie des jardiniers et des Ellioti et de toute créature dans le monde et dans le multivers. En fait, elle a compliqué la vie du jardinier en lui mettant une épreuve,
C'est-à-dire qu'elle lui a dit fais un monde, et il a fait un monde, il a fait tout comme il faut, et puis tout d'un coup, elle a fait bon bah très bien, allez, ton monde à toi, il se fait dévorer par les ombres. Allez hop, et lui-même, en fait, au dernier moment, euh, n'étant pas aguerri, entre guillemets, à combattre, en fait, il a certainement consulté un petit peu l'éther et il a vu que bah voilà, il fallait laisser tomber, c'était comme ça que ça devait se passer. Donc un jardinier de la terre, quand il est très haut, à un moment donné, il peut être surpris, parce que la source aime bien quand même faire des surprises, mais il va tout de suite se connecter et regarder ce qu'il en est. Qu'est-ce que je fais? Je lutte ou je me retire? Si la source dit bah, de toute façon ce monde est dévolu à disparaître parce qu'en fait ils doivent expérimenter en fait la dualité, puisque les Éliotis ne vivaient pas en dualité, ils vivaient en harmonie. Unité, harmonie, tout va bien, personne ne se fait mal, personne tombe, bon, personne ne se fait de fractures, on est trop léger pour se faire des fractures, on n'arrive pas à tomber correctement, et on se récupère tout le temps, donc bon, voilà, c'est un monde parfait, et dans un monde parfait, il n'y a pas d'épreuve, il n'y a que des solutions. Il n'y a pas de question, il n'y a que des solutions. Quand les Éliotistes posaient soi-disant une question, ils avaient la réponse tout de suite. Donc en fait, ils vivaient dans un petit paradis, mais ce sont des mondes qui, on pourrait classer, par rapport à ce que nous on vit, mièvres. C'est des mondes mièvres où il n'y a pas d'épreuve. Il n'y a pas, il y a personne qui t'engueule. Le matin, quand tu te lèves, il manque pas du sucre. Faut pas aller à la supérette vite, vite, vite courir à acheter du sucre. Non, il n'y a pas de supérette, il n'y a pas de sucre. Et en fait, voilà, tout fonctionne comme sur des roulettes. Il n'y a jamais de manque, il n'y a jamais de besoin, il n'y a jamais d'envie. Tout se déroule en fait en harmonie. Les Éliotis n'avaient pas ni de sexualité ni d'appareil reproducteur. C'était des êtres asexués. Voilà, d'une tonalité type asexuée, bien qu'un peu différenciée, il y avait une tonalité masculine, une tonalité féminine, mais sans plus. Ils vivaient en harmonie, ils s'aimaient, ils se regardaient dans le blanc des yeux. Voilà, c'était un petit monde éthéré, beaucoup plus éthéré. Il existe comme ça, de par le multivers, des tas de mondes parfaits qui n'expérimentent jamais l'ombre. De ce fait, la source, un coup de temps en temps, plus ou moins tôt dans l'évolution de ces mondes, débarque et dit ah oui mais là, non non. Maintenant, vous êtes gentil, tout ça, mais on passe un peu à l'ombre parce qu'il faut quand même que vous compreniez comment ça marche. Parce que n'être que dans la lumière, ça n'est pas comprendre comment ça marche. C'est juste expérimenter un côté, en oubliant complètement l'autre. Les Éliotis ne savaient même pas, en gros, presque que l'ombre existait. C'était quelque chose qui ne leur était pas du tout, descendu dans la tête. Du coup, bon, la source a fait quelque chose de brutal. Elle a envoyé des méchants sur des trop gentils. Et en fait, ces trop gentils ont été détruits. Et Lama, celui qui était à l'origine des Éliotis, n'a pas reçu l'ordre tout simplement de tout bloquer et tuer tout le monde. Il aurait pu. En fait, vu sa puissance personnelle, il a arrêté avec ses potes-là, les grands Éliotis, il a arrêté les Arthuriens en broyant les vaisseaux. C'est aussi simple que ça. Si c'était pas de les broyer, c'était de les disloquer. Si c'était pas de les disloquer, il pouvait littéralement éparpiller les molécules de tout le monde dans l'univers. C'était faisable. Mais l'ordre n'était pas là. De ce fait, Lama, quand il a vu que l'ombre arrivait et que la source autorisait l'ombre à arriver et que c'était comme ça que ça devait se dérouler, lui, évidemment, il a simplement reculé, entre guillemets, il est reparti sur Pariès-Tyran comme il était venu, par un petit vortex énergétique, et il a en fait laissé sa création suivre en fait le destin que la source avait donné à sa création. C'est comme ça. Une jardineuse de la Terre était incarnée à cette époque-là. Elle venait de la Terre, c'était un jardinier de la Terre en fait qui était la surveillante générale de la Terre, qui était une de mes compagnes. En fait, c'est comme ça que j'ai découvert les Éliotis. Elle avait quitté un peu la Terre, et puis elle était partie s'incarner dans un monde propre, un peu en vacances, entre guillemets, et ça faisait peu de temps qu'elle était incarnée dans une fille d'un grand Élioti, donc elle était plus grande que les autres, elle appartenait à une classe, on va dire, supérieure des Éliotis, plutôt les grands Éliotis en fait, et elle était là, elle devait faire ce qu'elle avait à faire, et en fait la problématique c'est qu'elle est morte dans un corps d'Élioti, est revenue sur Terre, et c'est comme ça qu'on a découvert des paillettes en fait sur, on va dire, ces corps métaphysiques, et que en fait on a commencé à gratter sur les Éliotis. Donc bon, c'était
C'était une personne qui a passé un peu de temps chez les Elioti, bien qu'elle fût jardinier de la terre, bien sûr, au tout départ. Mais finalement, aller vivre chez les Elioti, c'est un petit peu comme des vacances, quoi. Donc jusqu'à ce que les vacances tournent mal. Donc voilà, c'est tout pour les Elioti. La fin des Elioti, c'est intervenu il y a à peu près 15 000 ans. Donc les Arthuriens sont arrivés, ont tué tout le monde, ont pris la place, et donc il y a 15 000 ans, simplement, ces êtres-là ont été transférés automatiquement au système astral qui est le nôtre, et ont commencé à expérimenter l'ombre. Ce qui fait que c'est pour ça que les Elioti, en moyenne, ne sont pas dans des fontaines très élevées. Alors ils ont une petite affection pour les jardiniers de la Terre, par instinct, hein, par instinct, et on retrouve des Elioti autour des jardiniers de la Terre, incarnés autour des jardiniers de la Terre. Ça, quelque part, ils s'incarnent un peu avec les jardiniers, ils les accompagnent. Parfois, c'est un jardinier de la Terre a pour compagne une Elioti ou un Elioti. Voilà, c'est assez fréquent. Parce qu'en fait, moi j'en ai vu plusieurs des Elioti autour des jardiniers. Bon, ils accompagnent en fait les jardiniers puisqu'ils sont issus de jardiniers. C'est toujours des sortes d'instincts, de petits restes qui restent dans la tête. Voilà, un gentil peuple. C'était pas les Snorkies, c'était les Elioti. Donc bon voilà, on va pas détailler plus parce qu'en fait, ça montre qu'ils n'existent plus et il n'y a plus rien de leur civilisation. Et la planète finira par disparaître dans très peu de temps. Donc c'est comme ça. Bon, voilà, c'est tout. Ouais, je vais certainement faire une petite vidéo sur les conneries parce que bon, faut un petit peu égayer les journées. Donc vous constaterez qu'il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau, c'est le merdier. Comme j'avais dit. Et ça va durer. Bon, allez, à plus tard. Vite, une télécommande. On va arrêter la vidéo et puis amusez-vous bien. Ça va pas être tout le temps comme ça.